Qui est plus ancien. Comme c'est celui qui a parlé au nom des plus anciens, je vais m'adresser à lui. Monsieur le président du comité de sage de l'UFDG, monsieur le secrétaire fédéral, mesdames et messieurs les responsables de l'UFDG à tous les niveaux, section, comité de base, mesdames et messieurs les invités, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette grandieuse mobilisation qui est une illustration éloquente de l'intérêt que vous portez à notre pays. Je ne m'attendais pas à autant de monde ici à Genève ce soir. Je suis donc agréablement surpris de noter que vous êtes mobilisés et que vous restez fidèles à votre attachement à notre patrie. Certains d'entre vous ne sont sans doute pas des militants de l'UFDG, mais compte tenu de l'importance et de l'intérêt qu'ils portent à notre pays, ils ont cru devoir venir ici m'écouter. Je tiens à leur dire merci. Il y a également ceux qui ne sont pas guinéens, mais qui se battent pour la Guinée, et qui sont venus, et certains sont ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, mais d'autres sont des Européens qui sont ici et qui portent aussi beaucoup d'intérêt à l'évolution de la situation en Guinée. Je voudrais vous entretenir de deux choses. Je ne veux pas revenir sur l'élection présidentielle de 2010, parce que vous savez dans quelles conditions elle s'est déroulée. Je voudrais juste apporter un complément à ce que le dernier orateur a dit. Lorsqu'il y a eu l'empoisonnement bidon inventé par M. Alpha Condé et le RPG, lorsqu'ils ont décidé qu'il fallait attribuer cet empoisonnement à une communauté, en l'occurrence les peuples, et lorsqu'ils ont donné des instructions aux extrémistes du RPG en Haute-Guinée d'organiser une chasse à l'homme contre les ressortissants de la Moyenne-Guinée, j'étais bien sûr embarrassé. À un moment donné, les jeunes se sont élevés au Fouta. Mais je les ai calmés. J'ai dit ceux qui sont là-bas, qui sont ressortissants du Mandé, ils ne sont coupables de rien. Certains sont membres de l'UFDG. Et c'est une conviction chez moi qu'on ne peut pas rendre une communauté responsable des crimes commis par un ressortissant de la communauté. Il faut arrêter cette approche totalitariste de l'analyse des choses. Chaque homme doit être responsable de ses actes et ne doit être jugé que par son comportement, par ses actes. Parce que tant que nous ne sortirons pas de cette absurdité, mais la Guinée n'avancera pas, on fera de sur place. Nous voulons la République des citoyens où chaque citoyen exerce pleinement tous ses droits
et répond entièrement de tous ses actes. Ce n'est pas sa famille, ce n'est pas son fils, ce n'est pas son père, c'est lui qui doit répondre de ses actes et doit être jugé en fonction de ses actes. C'est une conviction. Pendant toute la journée, le lendemain des violences à Sigiri, j'étais en train de négocier avec les jeunes, en particulier de la vie, pour dire, vous ne pouvez pas faire ça. Il dit non, cet homme m'a appelé anonymement. Il dit, écoute, si on ne fait rien, eh bien, les gens ne vont pas épargner. Il y avait accusé beaucoup de violences. Ils m'ont dit non, il faut qu'on se venge sur ceux qui sont là après, ils vont abandonner les violences sur les autres. J'ai dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous allez vous en prendre à des innocents, alors que les coupables sont à des centaines de kilomètres de vous. Et j'ai pu négocier avec le patriarche pour qu'un communiqué soit fait, pour inviter tout le monde à faire preuve de retenue et à ne jamais réagir sur les ressortissants du Manding parce que les violences ont été exercées sur les ressortissants de la Moyenne Guinée qui vivaient en particulier à Kouroussa et à Sigiri. Je pense que l'homme doit être fidèle à ses convictions. Après les élections présidentielles, lors de ma tournée, je demandais à nos gens, à nos militants et sympathisants, de rester fidèles à nos convictions. On ne peut pas combattre le tribalisme avec le tribalisme. Nous voulons combattre dans ce pays le tribalisme. Promouvoir la fraternité et la tolérance entre tous les fils du pays. Si vous êtes victime de discrimination fondée sur l'ethnie, vous risquez d'être ethnocentrique. Il faut éviter ça. Parce que l'UFDG doit montrer sa supériorité par sa fidélité à ses convictions, notamment l'égalité des citoyens guinéens devant la loi, devant les biens communs. Et nous avons dit à l'UFDG que notre philosophie reposera sur l'égalité absolue des citoyens guinéens. Chaque homme doit être jugé en fonction de ses actes, en fonction de son comportement, en fonction de ce qu'il est, en fonction de son mérite, mais jamais en fonction de son appartenance ethnique. Ce combat, nous l'avons mené. Nous avons sensibilisé nos gens parce qu'il y a eu des discours malsains. L'unité nationale a été malmenée pendant l'élection présidentielle, notamment pendant le deuxième tour. On a moins fait la campagne contre le candidat que contre son ethnie. Mais nous devons rassembler tous les Guinéens. Faire en sorte que la Guinée soit unie et prospère. Et pour qu'il y ait la paix et l'unité, il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait la justice. On ne peut pas obtenir la paix en exhortant à la paix, en faisant des discours sur la paix. Tout le monde connaît les vertus et les avantages de la paix. Mais comment on obtient la paix? C'est par la justice, par la confiance, en éliminant la discrimination, l'injustice, la haine fondée et l'exclusion fondée sur l'ethnie et même sur l'appartenance politique. Nous voulons une république, un État puissant, neutre, impartial, qui va garantir la sécurité de tous les fils du pays, leur égalité devant la loi, le respect de leur dignité et de tous leurs droits. C'est ce combat que nous sommes en train de mener. Il est difficile. Il est très difficile. Et nous sommes restés constants. J'aime citer l'exemple de Djessira Mamou. Djessira Traoré a été la candidate à l'élection uninominale à Mamou. Beaucoup sont venus voir le président. Par réalisme, peut-être pas par conviction. Écoute, si tu présentes une malléité à Mamou, alors qu'il y a d'autres ressortissants, d'autres peuples comme adversaires, on risque de perdre l'élection. Je sais que tu n'es pas tribaliste, mais pour question réaliste, de réalisme, il ne faut pas. Je dis non. Si on doit perdre, il faut qu'on perde avec Djessira. C'est nos valeurs. Elle a été déjà investie comme candidat uninominal de Mamou. Il faut que j'aille personnellement faire sa campagne, expliquer que c'est une conviction. Vaut mieux perdre sans perdre ses convictions que de gagner parce que tu as sacrifié tes valeurs. Et donc, nous avons
Ils sont personnellement rendus à Mamoun pour faire la campagne. Le vieux Sira Traoré, elle a été élue. Parce que les gens ne sont pas aussi tribalistes qu'on le pense. Ils croient à des valeurs, ils croient à un parti. Ils sont militants et sympathisants d'un parti. Et Mme Sira Traoré a été élue députée de Mamoun. Elle avait beaucoup de concurrents qui étaient des ressortissants authentiques de la communauté peuple, mais les gens ont choisi les valeurs. Ils sont des militants d'un parti. Je crois qu'il faut qu'on reste ferme sur ça. Les militants de l'UFDG qui sont là, qui sont ressortissants du Fouta, faites des pas vers les autres. Nous voulons sortir la Guinée de cette situation d'exclusion, de haine. Et c'est notre parti qui le fera. Il y a eu beaucoup de gens qu'on a intoxiqués par ce discours tribaliste pendant la campagne. Vous savez tout ce qui a été dit. Il faut montrer que l'UFDG, c'est le parti, c'est l'alternative crédible pour charger la Guinée, promouvoir une véritable fraternité entre les fils du pays. En instaurant l'état de droit. En instaurant l'état de droit, en garantissant la sécurité de tous les fils du pays, la sécurité des personnes, la sécurité des biens, la sécurité des contrats. C'est le rôle de l'État. C'est au nom de ça que l'État lève des impôts. Si un État est incapable d'assurer cette sécurité-là, il perd sa légitimité. Vous levez des impôts, vous devez assurer la sécurité de tous les fils du pays, sans discrimination. C'est ce que l'UFDG fera. Restons constants, fidèles à nos valeurs. Ne tombons pas dans le piège des tribalistes. La Guinée au XXIe siècle n'a pas besoin de ça. Vous savez sur quelle base se fait la compétition. Beaucoup d'entre vous sont arrivés ici très tôt. Je les félicite. Ils ont pu émerger. Dans un pays où la compétition est impitoyable, elle est fondée sur le mérite. Aujourd'hui, dans ce village planétaire, la compétition ne se fait pas sur la base de l'ethnie, sur la base des talents, du mérite, des capacités. Faisons en sorte que la compétition entre nos citoyens, entre nos entreprises, soit saine et que l'État n'introduise pas de distorsion dans cette compétition en favorisant un groupe au détriment de l'autre. Il faut que ce soit des critères objectifs. Garantissons l'égalité des droits, garantissons l'égalité des chances. Parce que tous les hommes ne peuvent pas être absolument égaux. Mais il faut qu'il y ait l'égalité des chances entre les entreprises, entre les citoyens, dans l'accès à l'école, dans l'accès à l'armée, dans l'accès à la fonction publique, dans l'accès aux licences que l'État délivre. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Si vous réussissez à fonder l'État de droit, la paix, celle du cœur, celle des cœurs, va régner dans notre pays. Je vais vous rappeler les conditions dans lesquelles l'opposition s'est battue ces dernières années, depuis l'élection présidentielle. Je dois vous dire que dès après la proclamation des résultats, les partenaires techniques et financiers impliqués dans le processus électoral en Guinée, l'Union européenne, la France, les États-Unis, s'étaient retrouvés et avaient décidé d'accompagner la Guinée pour organiser les élections législatives au mois de mars 2011. Et ils ont décidé de dépêcher des délégations auprès de M. Alpha Condé, de moi-même. M. Alpha Condé n'était pas installé. Cette délégation est arrivée chez moi, elle était conduite par le délégué de l'Union européenne à domicile, pour me proposer qu'on accepte d'aller immédiatement dans les élections législatives pour mettre un terme à cette transition qui a trop duré et pour permettre à la Guinée de renouer avec la communauté internationale
et de bénéficier de la coopération dans les 4 conditions ci-après. Avec la même CENI, sa recomposition. Avec le même président de la CENI, le général Sangaré, qui était venu du Mali. Avec le même fichier, sans révision. Avec le même opérateur, SAGEM, sans changement. C'est-à-dire que dans les mêmes conditions que le deuxième tour, on pouvait organiser immédiatement les élections législatives et finir avec la transition. Je dois avouer que j'étais réservé, mais je leur ai demandé de me concéder 24 heures, le temps pour moi, de consulter le bureau politique du parti, mais également ceux qui m'avaient soutenu au deuxième tour, puisqu'ils sont intéressés à ces élections législatives. Donc on s'est mis d'accord, et puis j'ai convoqué tout de suite un conseil politique de l'FDC. J'ai reçu une délégation des partenaires techniques et financiers, et qui m'a fait cette proposition. Que pensez-vous? La majorité estimait qu'il ne faut pas aller avec cette CENI qui avait contribué à nous priver de notre victoire au deuxième tour. On avait trop de griefs de compte pour cette CENI pour accepter qu'elle reprenne les élections législatives. Bien. Le soir, on a fait une réunion de l'Alliance cellulaire président des partis qui nous avaient soutenus chez Sidya Touré. Naturellement, pour beaucoup de gens, c'était pour dire non avec cette CENI. Je dois avouer que Sidya Touré, qui connaît Alpha plus que nous autres, il a dit, vous ne connaissez pas Alpha. Si on attend que M. Alpha Condé prenne le contrôle du pays pour aller aux élections, soyez sûr qu'on aura moins de chances que si on le fait maintenant. Moi, je suggère qu'on le fasse maintenant, avec la même CENI, sa recomposition, avec le même président de la CENI, avec le même fichier, sa révision, ainsi de suite. Finalement, c'est cette proposition qui a été adoptée. Donc, j'ai appelé M. Van Damme, c'était encore lui, pour lui dire qu'on était d'accord. Il était tout heureux. Il m'a dit, voilà, la Guinée, la transition va être terminée, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, finalement, lorsqu'il est allé voir M. Alpha Condé, lui a dit, écoutez, désormais, il y a un président démocratiquement élu. J'organise les élections quand je voudrais. Le premier ambassadeur qui me parle d'élection, je le fous dans l'avion. Mais c'est ça, c'est une histoire vraie. Donc, c'est après moi que j'ai quitté la Guinée. Avant, je dis ça, c'est avant l'investiture de M. Alpha Condé. Je suis revenu en avril dans les conditions que vous savez, avec la répression sauvage qui s'est abattue sur mon cortège. On a tiré sur mon cortège. Zakaria était juste à côté de ma voiture lorsque la balle l'a fauché au cou et il en est mort. Et Alpha dit qu'il ne veut pas du fichier. L'ancien, ce n'est pas un fichier. Ce n'est pas un fichier qui appartient à la Guinée. On a commencé. Bon, on a créé le collectif des partis politiques de l'opposition, c'est-à-dire essentiellement ceux qui avaient soutenu le candidat de l'URDC au deuxième tour. On a commencé à évaluer, à rappeler les termes de la loi et dire que le fichier est permanent et tout. On a demandé l'ouverture des dialogues. Ils ont systématiquement refusé le dialogue. Ça a traîné comme ça jusqu'en juillet. Il y a eu l'affaire du 19 juillet. Mais la veille, M. Alpha Condé avait fait une déclaration pour dire qu'il accepte le dialogue et qu'on pouvait dialoguer. Il y a eu l'affaire du 19 juillet. Après, tout s'est arrêté. Et après, on est revenu à la charge pour le dialogue. Ils ont dit non. On a commencé à manifester et ils ont continué à réprimer dans le sang nos manifestations pacifiques. Vous le savez, vous avez suivi et très souvent, vous nous avez apporté votre soutien aux victimes de ces répressions sauvages qui se sont abattues sur les pauvres citoyens que sont les militants de l'opposition républicaine. Après, il y a eu l'ouverture d'un dialogue qui n'a donné rien avant qu'on ait dit bon, allez discuter. Après, moi, je vais trancher. Je suis un arbitre, un recours. On a discuté, on a constaté juste nos divergences. Et puis, après, il n'a jamais donné de suite. Et on a repris les manifestations. Et vous savez, ces manifestations, ça se passait
C'était le même schéma. Je vous l'explique. On fait la manifestation, nous sortons avec les jeunes, il y a une répression, on a 4 ou 5 morts, 500 arrestations, une centaine de blessés. Le lendemain ou le surlendemain, ils envoient des expéditions punitives dans la commune de Ratoma, ils rentrent dans les maisons, ils répriment, ils renversent les marmites, ils frappent les femmes, et puis ils continuent de tuer. Pendant 3 jours, il n'y a pas de paix pour les militants, pour les habitants du quartier de Ratoma, notamment la zone Amdalaï Koza, jusqu'à Vanidra et son premier. Au même moment, nous, on cherche à libérer les détenus. Il y a 500 qui sont arrêtés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils défèrent 150. Ils revendent les 350 à 500 000 francs la personne, la liberté. Alors, les parents, les maires viennent chez le président du parti. Abidjatoula, il les a vus. J'ai négocié avec le commissariat ou l'escalaton de la gendarmerie. Il me demande 300 000 pour libérer mon fils. Aidez-moi pour ne pas qu'il soit déféré. Vous n'avez aucun recours légal. Aucun. Vous faites quoi? Vous avez déjà 100 hospitalisés dans les cliniques privées et dans les hôpitaux, les 2 grands hôpitaux de Conakry. Les ordonnances vous arrivent. Vous payez. Il y a ceux qui sont déférés. Il faut les avocats. Ils vous demandent aussi de l'argent pour assister ceux qui sont déférés. Vous réunissez les sympathisants, commerçants, aidez-nous pour la libération des gens. Vous avez 200 personnes. Le 2e jour, ils défèrent encore 100. Il vous reste 250. Et les gens font la pression. Aidez-nous à les libérer. Ils viennent vers le parti. C'est le parti qui a demandé de sortir. Qu'est-ce que vous faites? C'est des questions difficiles. Je ne vais pas rentrer dans cette corruption. Mais qu'est-ce que dit? Le père est là, la mère est là, les situations économiques sont difficiles. Ils ont réussi à obtenir 200 000 francs, le prix de la libération, pour ne pas qu'il soit déféré. Vous attendez demain, on va le déférer. Et même s'il est jugé, libéré, condamné avec sursis, il y a toujours quelque chose à payer pour que sa libération soit effective. Et l'UFDG, vous savez, les 99% des gens concernés, c'est les militants de l'UFDG. Vous allez vous préparer l'enterrement de 6 ou de 8 personnes. Vous devez faire face aux médicaments des autres. Vous devez payer les gendarmes et les policiers pour qu'ils ne défèrent pas tout le monde. Personne, même la communauté internationale, nous a abandonnés par rapport à ça, ces violations des droits humains. On n'en a jamais fait un problème. Nous dénonçons, nous faisons des déclarations, personne ne bouge. Prochaine manifestation, la même chose. Nous nous débrouillons à trouver de l'argent. Je ne suis pas censé être au courant, mais je ne peux pas être indifférent. Lorsque vous voyez la mère, le père pauvre, il veut obtenir la libération de son enfant, il faut acheter. Parce que la corruption gangrène. On appelle les gens, on cotise, on fait des efforts, on donne l'argent. Et ceux qui sont condamnés, jugés et condamnés, certains sont condamnés avec sursis, mais il y a une amende. Elle n'est jamais inférieure à 500 000. Finalement, on fait un peu de l'économie, alors il vaut mieux payer 200 000 que de payer 500 000. Mais s'ils sont en prison, il faut leur envoyer quelque chose. Parce que les parents ne peuvent pas quitter Wanidara tous les jours pour envoyer à manger. Parfois, ils viennent et les policiers n'acceptent pas que les parents, là aussi, il faut payer. C'est des conditions très difficiles. Et là, lorsque vous êtes leader, vous couchez, vous ne dormez pas. Les gens notent que vous maigrissez, que vous ne savez pas, vous n'avez aucun recours. Vous dénoncez, les gens s'en foutent. Vous reprenez la prochaine manifestation, c'est le même scénario.
Et pourtant, on ne peut pas laisser un patron le faire. Et pourtant, c'est le seul moyen légal dont on dispose pour s'opposer, pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour attirer l'attention de la communauté internationale, de l'opinion publique nationale, sur ce qui se passe, nos revendications. C'est créer les conditions d'un scrutin équitable et transparent. Mais Alpha n'est pas un démocrate. Il ne veut pas. On demande le dialogue, on refuse le dialogue. Alors, de l'autre côté, on n'est pas toujours compris. On pense que l'opposition manque de stratégie, manque de courage. Mais face à cette situation, on ne reçoit plus de critiques sur les sites que de propositions. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on a besoin de propositions. Parce que nous faisons tout ce qui est faisable. Je n'ai jamais dû sortir sans être devant. J'ai risqué ma vie une fois que j'étais là. Les jeunes viennent, certains disent non, comment même mari, restez à la maison, ce n'est pas la peine d'aller vous exposer. Ils vont dire que ce n'est pas fait exprès. Je dis non, ce qui va nous arriver ensemble. Alors si. On dit non, l'opposition ne fait rien. L'opposition, elle est accommodante, elle est ceci et cela. Qu'est-ce qu'on fait? Personne ne nous propose une autre solution. C'est difficile. On met en face un pouvoir qui ne veut rien entendre. Le respect des règles et des principes démocratiques, ce n'est pas son problème. La protection des droits humains, ce n'est pas un problème. On a tué jusqu'à 57 de vos militants. Aucune enquête sérieuse, aucun policier, aucun gendarme n'a été déféré. Vous vous êtes plaint partout. Vous avez écrit à la communauté internationale, à Human Rights Watch, International Crisis Group. Vous avez alerté le monde entier. Il n'y a pas de réaction. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas facile. C'est facile de critiquer, mais lorsque tu es à l'intérieur, tu as cette responsabilité. Tu es devant. Tu veux garder la confiance de tes militants. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par Internet. C'est pas facile. Vous voyez les gens fondre parce qu'il y a une responsabilité, il y a une confiance. Mais vous n'avez quelle est la solution? Alpha s'est suréquipé. Il a amené les forces de l'ordre. Il vous reprime des camions à eau chaude, les bombes lacrymogènes. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, là. Vous sortez, on fuit les jeunes, vous n'avez pas de recours. On arrête les gens, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas les défendre. On va arrêter les gens dans le domicile familial. On les défère, on les juge, on les condamne. Vous dénoncez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et vous recevez parfois des critiques de vos collègues, de vos militants qui sont loin, qui vous aiment, qui ont envie que le combat soit mené. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas facile. C'est dans ce contexte que nous sommes allés à un moment donné au dialogue. À un moment donné, on a décidé qu'on ne participe plus aux élections. Parce qu'il n'y avait aucune volonté d'organiser des élections transparentes. Ils violent flagramment la loi. On essaye de faire appel à la communauté internationale. Souvent, elle ne réagit pas. On n'a que deux recours. La rue, la communauté internationale, ou s'il y avait un dialogue sincère. Il n'y a pas volonté de dialoguer. La communauté internationale, des fois, elle reste indifférente à la position de l'État. Nous sommes allés au dialogue. Alpha a décidé d'aller aux élections au 30 juin. Nous avons perdu déjà 57 jeunes. Nous avons dit d'abandonner, laissez-le organiser la mascarade d'élection qu'il veut, nous ne participons pas. On a essayé de sensibiliser encore la communauté internationale, ce qui va arriver. Je suis venu faire le tour ici, Bruxelles, Paris, presque. Finalement, il décide de faire pression pour lui pour ouvrir le dialogue et reporter les élections. Dans ce dialogue, nous avons écrit au
insister. Il a mis en place un médiateur pour nous superviser ce dialogue. Parce qu'on a dit il y a deux choses. Il faut un médiateur externe, un facilitateur, si on peut. Parce que vous savez, lorsque vous cherchez en Guinée, pour trouver des gens qui ne sont pas à la recherche des faveurs du pouvoir, ce n'est pas facile. Ceux-là, on ne peut pas les prendre. Donc on a eu cette unité qui a été désignée par Ban Ki-moon, qui est venue superviser le dialogue. Nous avons formulé nos revendications. Toute personne raisonnable trouve que nos revendications étaient légitimes. Il y avait deux finalement qui étaient restés. Le vote des Guinéens de l'étranger, ce n'était pas pour les législatives seulement, c'est sur le principe. C'est un droit. Nous avons été au dialogue, nous avons fait des concessions. La seule concession, assortie aussi d'un engagement de l'État, on va aller avec Weimar, mais dès après les élections communales, Weimar est renvoyé. Des élections législatives, on renvoie Weimar, mais Weimar ne participe pas à la centralisation et au traitement des résultats. Ça se fera de façon manuelle. Lorsque ils se sont rendus compte que l'opposition participe aux élections, parce que au RPG c'était une aubaine. Alpha veut organiser des élections sans l'opposition. Il organise les élections les plus transparentes au monde parce qu'il n'a pas besoin de frauder. S'il n'y a pas l'opposition, plus s'il n'y a pas le FDG. Donc ça perturbe complètement le RPG. Parce que beaucoup se réjouissaient du boycott, dans la mesure où il avait l'aval de la communauté internationale qui avait continué à accompagner malgré notre décision de nous retirer du processus. Il décide d'organiser maintenant une fraude massive. Parce qu'au grand chemin, comme on ne participait pas, il voulait organiser des élections transparentes et obtenir la crédibilité, le crédit. Hein, il va revendiquer des chefs d'État démocrates, il organise les élections sans des tickets. Bon, on dira qu'Alpha Condé, c'est effectivement un démocrate qui s'est battu 40 ans pour ces valeurs-là. Puis voilà. La fraude commence. On avait obtenu que, puisqu'on avait boycotté la révision de la liste électorale, on obtient qu'on va ouvrir une nouvelle révision pour que nos militants qui avaient boycotté la révision puissent se faire recenser, ça puisse se faire réviser. On obtient 15 jours. Alors la fraude commence là. Maintenant on sait que l'UFDG ne prendra pas aux élections. Nos militants qui réussissent à se faire recenser, parce qu'au niveau de Conakry et en dehors de la moyenne Guinée, les militants de l'UFDG éprouvaient toutes sortes de difficultés pour se faire arriver, se faire réviser. Alors, mais ceux qui sont révisés ne sont pas, ne se retrouvent pas sur le fichier. À Fria, par exemple, 4200 nouveaux ont détruit même les kits dans lesquels les gens s'étaient fait recenser. Donc il y a des omissions volontaires organisées avec la complicité de Weimar Salari. Mais on se rend compte que lorsqu'on affiche les listes et on dit non, c'est urgent, on ne peut pas faire ça, il faut aller maintenant aux élections, on a traîné 3 ans, on ne peut plus traîner. Et le 6 septembre, alors que les élections étaient prévues à Cap le 24 septembre, il décide de modifier systématiquement la cartographie électorale en Mali-Guinée. Il réduit le nombre de bureaux de vote. Exclusivement dans la région, qui est le fief de l'UFDG. Mamou, je donne un exemple. 2010, 309 bureaux de vote. On a augmenté de 33% les bureaux de vote. Mamou, on décide, en concertation avec les partis politiques, les autorités locales, on va passer à 371 bureaux de vote. De 309 à 371. Ça, c'est au mois de mai. Et puis le 6 septembre, il décide de ramener à 287 bureaux de vote.
On coupe à Kimbo par 2 le nombre de bureaux, à Gongoré par 2, à Tegeria par 2. Et on a fait des villages à 50 km, 30 km, les gens de Damagali, sur la route nationale, qui ont toujours voté chez eux depuis 1993, on les envoie à 45 km. À Corbe d'Alelouma, chef-lieu de sous-préfecture, aucun bureau de vote. Ils doivent aller à 15 km pour voter. À Dingirai, il y avait 240 bureaux de vote, 250 bureaux de vote. Après la redéfinition de la carte, et puis ils ramènent ça à 140 bureaux de vote. Il y a des villages qui sont effectivement à 50 km de leur bureau de vote. D'abord, dans les zones où c'est les fiefs de l'FDG, parce que vous savez, d'abord, là, c'est Nice-Traîné, un peu combien, ça c'est vraiment des fiefs de l'FDG. Les gens, ou à la commune urbaine, ils affectent les gens, ils suppriment beaucoup de bureaux de vote, ils les affectent 15-20 km. Alors là-bas, ils font la même chose partout. À Mali, ils coupent 100 bureaux de vote. À Gava, 30 par rapport à 2010. À Koundara, à Lelouma, à Koubia, pour réduire le nombre de votes, on raffecte les gens à des distances qu'un homme ne peut pas parcourir raisonnablement pour aller voter. Le 6 septembre, cette cartographie est publiée. On ne se rend pas de suite compte parce qu'il n'y a pas de transparence. C'est lorsqu'on informe d'Ingraï Mamou vers le 15 ou le 18 septembre qu'on a l'information que les bureaux de vote ont été supprimés. De ce que vous faites, vous n'avez que 2 recours, la communauté internationale et la rue. La rue, vous savez ce que ça coûte, je vous ai expliqué. Moi, j'étais à tourner à l'époque à l'intérieur, parce que j'étais allé à Mamou faire toutes les sous-préfectures de Mamou. Là-bas, la même chose, parce qu'Alpha avait réussi à faire une véritable partition de Fouta à Rondé et à Missiré. Il fallait que moi-même je me déplace pour aller faire le tour des sous-préfectures pour leur dire que c'était trop absurde. Et lorsque j'ai appris que les bureaux de vote étaient coupés, je me suis retourné à Conakry. On a pu provoquer une réunion du comité de suivi avec les partenaires. La CENI dit qu'elle va corriger, qu'elle va corriger. Ça n'a jamais été correctement corrigé. On est allé au vote dans ces conditions. Mais croyez-moi, contrairement à ce qu'ils ont pensé, les militants de l'FDG, c'est des soldats. Ils ont parcouru ces distances. À certains endroits, ils sont allés la veille dans le village, en bande, pour aller dormir là-bas, pour voter le lendemain et sécuriser le suffrage. Damagali, le jour de la fête, le jour du scrutin, ils ont loué des camions remorques pour aller à 45 km. Voter, rester avec les camions toute la journée, voter et revenir tard dans la nuit à Damagali. Il y a eu des efforts, vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons eu un handicap. Nous n'avions pas les moyens d'assurer la présence de l'FDG dans tous les bureaux de vote. Partout où on a surveillé, on a pu sauver l'essentiel. Mais pour envoyer quelqu'un dans un village reculé, pour aller dormir là-bas, il faut un moyen de transport, il faut l'argent. On n'avait pas de moyens, on n'a pas eu d'appui. D'abord, vous, à l'extérieur, vous n'aviez pas confiance. Même ceux qui ont eu la possibilité de voter n'ont pas voté parce qu'ils n'avaient pas confiance. Et ça, c'est un problème qu'il faut aussi régler. Ne pensez pas que là-bas, on est naïf. Si on dit allons, c'est qu'on a une perspective de gagner. Sinon, on ne va pas. Maintenant, mais on ne peut pas aussi, parce que c'est la politique, dire qu'on est assuré. Il faut dénoncer le système. Il faut dénoncer la fraude. Parce qu'il y a eu la fraude avant le scrutin. Le jour du scrutin, on n'a pas obtenu tout ce qu'on veut, mais on a estimé qu'il ne fallait pas boycotter. Finalement, compte tenu des engagements qu'on a eus au niveau du dialogue et compte tenu des conséquences d'un boycott. Parce qu'imaginez, si on avait boycotté les élections législatives, on n'aurait aucune raison
de participer aux élections communales. Les conséquences allaient être quoi? Pour être court. Aujourd'hui, Alpha Condé dispose de tout l'État, de la puissance publique, les forces de défense et de sécurité, la justice, l'administration territoriale, préfet, sous-préfet, gouverneur, l'administration décentralisée, les DPE, les DPS, toute l'administration, tous les fonctionnaires sont réquisitionnés pour soutenir le RPG. Certains le font par commission, d'autres pour sauvegarder leur petit poste. Et ils le font, ils sont actifs. Alors si on boycotte les communales, je dis bien si on boycottait les législatives, on n'aurait plus de raison, parce que tous les chefs de directrice, tous les chefs de quartier, tous les conseillers communaux deviennent RPG, même dans nos fiefs. Le combat que nous sommes en train de mener contre la dictature serait encore plus difficile et les chances du succès seraient encore réduites. Or, si on décidait de ne pas participer aux élections communales, aux élections législatives, on n'aurait aucune raison de participer aux communales, parce que ce serait le même système. Et même à Galen chez moi, puisqu'il y a des gens du RPG, il faut le savoir, ils ne sont pas nombreux, ils sont 9. Mais s'ils prennent le district, ils prennent la CRD, c'est eux qui ont le pouvoir avec le sous-préfet en plus. Et dans certains endroits, dans certaines sous-préfectures, si vous dites au secrétaire général de la section de l'UFDG qu'il ne peut pas être le maire de la commune rurale de Tegréa, de Timbo ou de Gouy, ils risquent de vous lâcher et d'aller, parce que pour eux, ils veulent être le chef chez eux, quelle que soit la situation, ou à Boyer. Donc, ce n'était pas. On a décidé, on n'avait pas, je ne vais pas dire qu'on avait quelques garanties, mais il y avait quelques perspectives. C'est pourquoi on dit allons aux élections. Mais à l'extérieur, on s'est battu pour que les Guinéens votent. Là où ils ont eu la possibilité de voter, ils n'ont pas voté parce qu'ils n'avaient pas confiance. Et c'est que l'habitude de nous envoyer de l'argent pour nous aider ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. On a besoin de votre soutien, mais de votre confiance. Sinon, le combat que nous sommes en train de mener va être très difficile si chacun doit décider pour lui-même en fonction de sa perception des choses. C'est ça aussi. On a besoin de votre soutien, mais de votre confiance. Mais nous avons les mêmes préoccupations, les mêmes soucis. Mais nous sommes sur le terrain. Nous avons un avantage. Et puis, nous avons besoin de cette confiance, de la sentir à tout moment. Et puis faire des propositions. Les critiques, c'est bon. Ça nous permet de formuler nos stratégies de communication, de comprendre. Mais faites aussi des propositions. Parce qu'il y a beaucoup plus de critiques. Beaucoup ont pensé qu'il ne fallait pas aller aux élections. Accepter Weimar, même si Weimar ne devrait plus participer au traitement des résultats et qu'il devrait partir définitivement après les élections législatives. Mais la négociation, il y a ce qu'on peut obtenir et ce qu'on ne peut pas. Alpha souhaite seulement que nous, les gens du RPG, souhaitent qu'on boycotte, pourvu que lui, il ait l'accompagnement de la communauté internationale et de l'ADN. Donc, il faut qu'on puisse se faire confiance. Maintenant, une fois les élections terminées, nous avons eu 37 députés du FDG. Honnêtement, si on avait eu que les moyens, dans les mêmes conditions, pour faire surveiller, parce que c'est les conséquences de notre absence en Haute-Guinée, c'est qu'ils ont fait le courage des jeunes. À Maniala, ils ont dit qu'il y a 97% des inscrits qui ont voté et tous ont voté pour Alpha Condé. On sait que c'est impossible. Le taux de participation en Haute-Guinée là-bas, en toutes les élections, c'est 40, 50, maximum 60%. Ils ont dit 97% des inscrits ont voté. Il n'y avait pas de bulletin nul, il n'y avait pas de bulletin en faveur de notre candidature et RPG. Si on avait pu être présent, peut-être que même si on n'avait pas de suffrage à sécuriser, on aurait empêché le courage des jeunes ou on aurait eu la preuve
que vraiment c'est le courage des jeunes qui a donné de tels résultats, même si nous n'avons pas beaucoup de recours à la matière parce qu'on ne peut pas compter, hélas, sur la justice guinéenne. Maintenant, après ça, la question s'est posée, est-ce qu'il fallait siéger ou pas? Là aussi, le débat était long. Il y a des gens qui disent non, si vous siégez, vous légalisez la dictature de Alpha Condé et vous l'accompagnez, vous ne pourrez rien faire à l'Assemblée. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, ces 37 députés pour l'UFDG, les gens se sont battus pour les obtenir. Effectivement. Effectivement. Il y a eu des gens qui ont fait 2 nuits sans dormir à Conakry. Des gens qu'on a affectés dans les bureaux de vote. Vous avez vu la bataille qu'on a menée à Matoto ou à Kaloum. Mais à Ratoma aussi pour avoir le score qu'on a eu. Croyez-moi, il a fallu que les gens soient là. Qu'ils se battent. Il y a eu des gens qui ont fait, sont allés passer la nuit dans le village où leur bureau de vote se trouvait. Ils sont votés, ils sont battus pour voter. Ils sont battus pour sécuriser. Est-ce qu'on pouvait jeter tout ça à la poubelle? D'autres disaient non. C'est sûr que si c'était transparent, c'est peut-être l'UFDG qui aurait eu 53 députés et Alpha 37, parce que quand même il y a le pouvoir. Mais on n'a pas eu les moyens. Non plus, on n'a pas eu d'argent. On n'a pas été aidé. Les gens ne croyaient pas à ce scrutin. Et puis bon, ça a été des causes. Alors, finalement, pour une fois, on a interrogé les fédérations. On a dit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut siéger ou pas? Bon, toutes les fédérations, sauf 2 ou 3, ont demandé de siéger. Sur les 70 fédérations dont le parti dispose, il y a eu, je crois, 67 qui ont recommandé qu'on siège. Je crois que la Suisse avait recommandé qu'on siège. Voilà. Voilà. Donc, ils vont siéger. Donc, on a siégé. Maintenant, après les élections législatives, je vais parler des... On s'est rendu compte, lors du dialogue, on a obtenu 3 engagements fermes du pouvoir qui n'ont pas été mis en œuvre. Il y avait le recrutement du nouvel opérateur peu après la fin des législatives. Il y avait l'organisation des élections communales avant la fin du premier trimestre 2013. Il y avait, d'ailleurs 4, l'engagement ferme du gouvernement d'indemniser les victimes des violences lors de nos manifestations pacifiques. Ceux qui ont perdu des proches, ceux dont les boutiques et les magasins ont été, ou les domiciles ont été vandalisés et incendiés. Malheureusement, ces 4, puisqu'il s'agit là de 4 engagements, on n'a pas senti la volonté de les mettre en œuvre, puisqu'il n'y a rien eu en termes d'investigation. Il n'y a rien eu en termes d'indemnisation. Il n'y a aucune disposition qui a été prise pour organiser les élections communales et nous avons demandé l'ouverture d'un dialogue. Au départ, ils ont dit non. Il n'y a pas de dialogue. Maintenant, le dialogue, c'est à l'Assemblée. On a une Assemblée, on ne peut pas faire de dialogue. On a là aussi été obligé de suspendre notre participation à l'Assemblée pour qu'on ouvre le dialogue. Alors, je vous explique. Le dialogue s'est passé dans de très bonnes conditions. Sous la présidence de Maître Sako, le nouveau ministre de la Justice, qui a fait preuve d'une objectivité vraiment irréprochable, admirable. Les élections communales, oui, c'est un accord. Il faut alors, puisqu'on était déjà après le mois de mars, s'engager à les organiser avant la fin de l'année. Engagement pris. Pour le recrutement du nouvel opérateur, il dit oui, d'accord, c'était un engagement déjà pris dans l'accord du 3 juillet. Il faut que le gouvernement et la CENI prennent les dispositions pour recruter le nouvel opérateur. L'indemnisation des victimes et les enquêtes, il dit ouais, qu'il va dédier mettre en place un pool de 5 juges qui va s'occuper de ça, mais au même moment, on met un comité de suivi pour s'assurer de la mise en œuvre des nouveaux engagements qui ne sont que la confirmation des anciens engagements. Pour les travaux que Léonard Sabari avait commencé à la CENI, il demande d'arrêter tout de suite et de recruter peut-être quelqu'un d'autre, mais pas Léonard Sabari, parce qu'on s'était engagé. Donc tout ça, ça se fait certainement en une matinée. Et puis, lorsqu'ils informent Alpha Condé, il n'est pas d'accord. Il ne faut pas signer. Jusqu'à présent, ce n'est pas signé. C'est dans ce contexte qu'est arrivé Ebola. Maintenant, on parle de rien.
on n'a pas encore le relevé des conclusions du dialogue parce que M. Alpha Condé a dit qu'il n'était pas d'accord. C'est une mauvaise foi. Jusqu'à présent, donc, on n'a aucun document qui sanctionne cette journée de dialogue au cours de laquelle tout le monde s'est mis d'accord. Il y avait 3 ministres, il y avait le RPG, il y avait toute l'opposition, il y avait la délégation de l'opposition. Je vais vous dire que avec M. Alpha Condé, c'est très difficile d'espérer obtenir des élections transparentes. Vous allez me poser beaucoup de questions, alors qu'est-ce qu'on fera? Bon, je sais que ça revient à tous les meetings. Bon, il faut réfléchir et nous faire des propositions au lieu de condamner nos intentions ou notre stratégie. Maintenant, avec Ebola, bien entendu, il y a eu la négligence des autorités. Le gouvernement, vous savez, a échoué. Il n'y a aucun résultat depuis qu'Alpha Condé. Ni en termes de démocratie, ni en termes de droits humains, ni en termes d'amélioration des conditions de vie. On a moins d'électricité, vous le savez. On a moins d'eau. On a moins de sécurité. On a eu plus de violations de droits humains. L'impunité a continué à être garantie aux assassins, aux criminels. Les narcotrafiquants sont revenus. C'est eux qui décident à des niveaux élevés. Tous ceux que Daesh avait chassés sont revenus maintenant, ils ont pignon sur rue, ils sont dans les couloirs du pouvoir. Donc, il n'y a rien. Je vous donne un exemple. En 2013, la Guinée a fait un taux de croissance de 2,3%. Largement inférieur au taux d'accroissement de la population. Au même moment, le Libéria a fait 8%. La Sierra Leone 14,8%. La Côte d'Ivoire 9%. Le Burkina 7,5%. Le Sénégal 5,5%. Nous avons eu le taux de croissance le plus faible de la sous-région après la Guinée-Bissau. 2 ans après l'annulation de la dette de la Guinée. Pourquoi? Parce qu'Alpha Condé ne rassure personne. Il ne vous rassure pas. Il ne nous rassure pas, nous citoyens guinéens, mais croyez-moi, la communauté internationale n'est plus rassurée. Les investisseurs en particulier, chacun n'a fait, personne n'a une visibilité qui lui permet d'investir. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, la corruption a été atteint des niveaux inégalés dans l'histoire du pays. Je peux vous donner des exemples dans le secteur que je connais le mieux. Il vient de conclure un marché de gré à gré pour la réhabilitation de la route Kissigou-Kankan. Pour 300 millions d'euros dans un marché de gré à gré à un groupe d'entreprises, un cousin burkinabé d'Alpha Condé et son beau-frère, qui sont les entreprises. Le kilomètre à 1 500 000 euros, alors que s'exécute non loin des marchés sur appel d'offres international, attribué cette année ou l'année dernière pour 400 000 euros ou 500 000 euros. Là, c'est 1 500 000. Il ne s'agit pas de construction, il s'agit d'une réhabilitation, certes lourde, mais une réhabilitation. 1 500 000 euros, gré à gré. C'est la même chose la route Kankan-Mandiana. Marché de gré à gré pour le même montant. La route Sonfonia, l'autoroute Sonfonia-Kabelin, même condition, au coût de 6 millions d'euros le kilomètre en autoroute, alors que nous on a réalisé en Kosen Sonfonia à 1 million de dollars le kilomètre en autoroute. Les mêmes conditions, d'Abompa kilomètre 36, 6 millions d'euros le kilomètre. Alors qu'à même moment, devant, c'est-à-dire kilomètre 36 Koya, sur appel d'offres, pour 3 millions d'euros. Même ça c'est trop, mais bon. C'est des marchés de gré à gré, en violation flagrante des dispositions de la loi. Je ne parle pas de ce qui se passe aux mines. Vous avez vu récemment, on a attribué un périmètre de choses aux gens du RPG. Aux gens du RPG, une société créée par Saloum Cissé, M. Magubari et d'autres proches du RPG, on leur a coupé un périmètre à Bofa, pour soi-disant pour la construction d'une usine d'aluminium. Donc, la qualité de la gouvernance, elle est
s'est détérioré. Mais les résultats économiques sont là, je le dis, le taux de croissance. Aujourd'hui, la misère qui frappe aujourd'hui les Guinéens, elle est extraordinaire. Si bien que aujourd'hui, vous devez être fiers de votre parti. Votre parti, l'UFDG, est plus fort aujourd'hui qu'à la veille du premier tour. Parce que les gens ont compris ce qu'on avait intimidé, ceux auxquels on avait promis monts et merveilles et qui n'ont rien eu, ceux qui sont aujourd'hui exposés à une misère noire, à l'absence de tout recours lorsque leurs droits sont violés. Ils considèrent que l'alternative c'est l'UFDG et ils viennent massivement de toutes les régions. De toutes les régions. Même de la Haute-Guinée, on a accueilli récemment des hauts cadres ressortissants de la Haute-Guinée. Aujourd'hui, on est en train de préparer une mission. Ils vont aller en Haute-Guinée. Voir la population déçue de cette partie de Guinée. Discuter avec ces citoyens-là. Et je pense qu'il y a un potentiel important pour l'UFDG. En forêt, moi je devais y aller, en fait c'est l'histoire d'Ebola qui m'avait amené à reporter le voyage. Mais à Conakry, en Basque, c'est des agressions massives de ceux qui nous avaient combattus et qui nous expliquent maintenant quels sont les contours, les détails du contrôle dont on a été l'objet en 2010. Et même pendant les élections législatives, parce que beaucoup après les législations ont décidé de changer de camp, de quitter la mouvance, de quitter l'arc-en-ciel pour venir à l'UFDG. Et ça, c'est des personnes de toute catégorie. Il faut que vous soyez sûrs de ça. Le seul défi que nous avons à relever, c'est le défi de la fraude. On a les Guinéens qui nous font confiance, de toutes les communautés, de toutes les ethnies aujourd'hui. L'UFDG est la première force politique du pays. Vous pouvez en être sûr. Même si d'autres peuvent dire le parti au pouvoir, les gens ont compris que le parti n'est pas à la hauteur de la mission de conduire notre pays vers le changement, vers l'unité, vers la fraternité, vers le développement économique et social. Aujourd'hui, ils cherchent une solution et beaucoup portent leur confiance sur l'UFDG. Il faut que vous continuiez à vous impliquer pour démolir cette fausse perception qui a été artificiellement créée par l'arc-en-ciel, faisant de l'UFDG uniquement un parti des peuples. Vous le savez, c'est loin. Il n'y a pas un parti plus transversal que le nôtre. Regardez la direction du parti, ceux qui parlent aujourd'hui au nom du parti, ceux qui sont députés à l'Assemblée nationale, ceux qui sont responsables du parti à tous les niveaux, ils viennent de toutes les régions. Mais il y a une fausse perception et à la démolition de laquelle nous devons tous contribuer. Aller vers les autres, les rassurer, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui avaient soutenu Alpha Condé, surtout eux, aujourd'hui sont déçus, ils sont à la recherche d'une solution. Voilà un peu